Donc Sybille, vous allez garder donc la parole pour nous faire un petit état des lieux de la situation à partir d'une présentation du contexte et poser les principales interrogations, histoire un peu de planter le décor de cet échange. Donc vous avez 10 minutes. Je vais les tenir. Merci à vous. Oui, ce que je voudrais partager avec vous tous, c'est des sujets ou des questions de gouvernance, des questions d'usage et d'usager et le sujet de la densité. Sur la première slide, si vous voulez bien la passer. Merci. Donc, sur la question de gouvernance, on se pose la question de ce que seront les acteurs du post-confinement, parce qu'il est vrai que dans le livre que nous avons publié il y a peu, Ça déménage dans l'aménagement, que nous avons fait avec Catherine Sabat, nous avons posé la question de savoir si l'aménagement avait changé de main, parce que ces dernières années, on entendait de manière assez récurrente que potentiellement le tout privé était en train d'investir le tout public. Et donc, nous avons voulu comprendre si cela était vrai. Alors, bien évidemment, il y a eu une évolution dans les jeux d'acteurs et on en a vu apparaître un certain nombre, notamment dans le duo traditionnel aménageurs-promoteurs, où on a constaté que les promoteurs devenaient aménageurs, que des aménageurs faisaient de la copromotion et surtout que chacun intervenait très tôt, encore plus tôt dans le dispositif de projet, en étant force de proposition en termes de programmation, de montage du projet. Et ça, ce sont beaucoup les appels à projets urbains innovants qui ont initié ça en 2014, donc il y a 6 ans. On a constaté, là encore, dans cette veine des appels à projets urbains innovants, que beaucoup de nouveaux acteurs étaient venus bousculer les habitudes de l'aménagement. On a entendu parler et voir concertation 2.0, des propositions innovantes aussi pour s'inscrire dans la transition écologique. Et de cette hybridation d'acteurs, il est ressorti que le pilotage des projets urbains restait loin du cliché tout privé et que les projets doivent se construire dans une relation de confiance parce qu'ils sont de plus en plus compliqués entre toutes les parties et avec un pilotage assumé et assuré de la collectivité. Et je reviendrai sur ce rôle de la collectivité. Alors, depuis le début du confinement, plusieurs polémiques se sont succédées concernant la tenue des chantiers, les délais d'instruction des PC, sujet incontournable pour relancer les projets d'aménagement et les activités de BTP induites. Alors, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? La frilosité des banques pourrait conduire à la réduction des moyens privés pour porter et développer les projets en cours à venir, avec le risque de réduire la part qualité des opérations au profit des dépenses fermes et incompressibles des bilans d'aménagement. Nous pensons que pour y parvenir, la gouvernance des collectivités reste à recomposer. La question qui continue à planer sur la date de fin des municipales conduit actuellement à des mandats flottants au niveau des communes et des intercommunalités. Certes, l'ensemble des collectivités, vous le disiez, Monsieur le maire, a d'abord été mobilisé pour la mise en place du confinement et désormais pour assurer dans les meilleures conditions le déconfinement, mais la relance de l'aménagement devra forcément passer par la stabilisation de ces instances à court terme pour relancer les consultations, les projets et veiller à ce que la qualité des projets qui soient imaginés demain soit bien présente. Donc le rôle du maire et des collectivités devient d'autant plus central qu'il restera garant de l'intérêt général et qu'il devra éviter peut-être des propositions d'opportunités d'investisseurs qui vont émerger, ayant les moyens de spéculer sans s'engager dans un rapport gagnant-gagnant de qualité. Donc ça, c'était le premier thématique. Sur la deuxième slide, le sujet de la question des usages usagers, si vous voulez bien, merci. Donc là encore, dans tout le travail qu'on avait pu conduire sur cette compréhension de ce qui se passait dans l'aménagement de nos villes ces dernières années, il y avait 3 incontournables ou 3 impératifs qui étaient ressortis de toutes nos interviews et des projets que nous avons pu regarder, dans le fait que la ville écologique, la ville démocratique et la ville partagée revenaient comme des impératifs pour s'inscrire dans une ville durable. Sur la ville écologique, on constate qu'elle est incontournable. Je pense que tous les producteurs de l'urbain ont tout à fait intégré cette démarche-là dans les projets. En février, on avait même l'État qui imposait aux établissements publics d'aménagement de construire des bâtiments avec au moins 50% de bois ou de matériaux biosourcés. Et donc, tous ces producteurs de l'urbain ont aujourd'hui un vrai défi à relever pour produire local, économiser les énergies de toutes sortes et intégrer parfois et potentiellement ce surcoût induit, alors même que dans ce contexte de crise sanitaire, on va peut-être avoir une forte fragilité du secteur du bâtiment. Sur la question de la ville du partage, on s'est posé la question à l'époque, avant confinement, est-ce qu'on partageait par choix ou par manque d'espace?
Et il est certain que cette notion d'usage et de partage, on trouve qu'elle a été fortement poussée par les collectivités organisatrices de ces appels à projets urbains innovants et notamment aussi potentiellement en réponse à la pénurie de foncier dans les grandes villes. Ces nouveaux usages et nouveaux partages se retrouvent en masse et à toutes les échelles. Ce sont les services de proximité et autres lieux de sociabilité destinés aux habitants de l'immeuble et du quartier. Et le confinement a mis en exergue l'intérêt de ces lieux alors même que 5 millions de personnes vivent dans des logements trop petits. Tous ces usages et services proposés sont créateurs de valeur, mais qu'en sera-t-il de leur viabilité économique et de leur pérennité post-crise? Et dans les prochains projets, trouvera-t-on toujours ces propositions qui relevaient du petit plus, avec le risque donc qu'elles soient les premières victimes d'une réduction des ambitions? Sur la ville démocratique, est-ce qu'on doit laisser tout le monde décider de tout? Il est vrai que la concertation telle qu'elle a été organisée en France ne revenait pas jusqu'à présent à demander son avis sur tout et à tout le monde. Pour autant, on a constaté ces dernières années que la participation citoyenne, plutôt venue d'en bas, se répand plus vite sous forme d'initiatives variées et parfois spontanées pour réagir avant et proposer d'aborder des sujets que le projet ne prend pas en compte. Nous pensons que cette tendance devrait perdurer dans l'avenir avec un probable renforcement de ces plateformes de concertation que nous vivons aussi du fait de cette crise sanitaire. Et on a pour exemple le maire de Reims qui vient de lancer une plateforme citoyenne pour faire remonter les idées des habitants sur la ville de l'après-confinement, tant sur les mobilités que sur l'habitat de demain. Toujours dans cette notion d'usage et d'usager, la question de la Smart City est un peu au cœur de nos vies du moment. Elle a prouvé sa capacité à s'adapter rapidement, y compris à la crise que nous traversons. Musées, commerces, écoles, bureaux, salles de sport, bars, une ville parallèle et dématérialisée s'est progressivement reconstruite à travers nos écrans et nous a permis de, je précise, presque poursuivre une activité normale. Si le confinement est bien vécu pour près de 3 quarts des Français, selon un récent sondage, cela se doit certes en partie à nos habitats, mais aussi à cette capacité à rester connecté à toutes ces aménités. Gageons que le résultat aurait pu être tout autre il y a encore 20 ans. Un des enseignements de cette crise réside donc dans la nécessité de poursuivre les travaux engagés pour réduire la fracture numérique qui a dû en cette période révéler des inégalités qu'il serait possible de gommer plus rapidement que d'autres. Autre exemple de la grande agilité de la Smart City, l'instauration du télétravail généralisé quand cela était possible. Pour la plupart des entreprises tertiaires, en moins de 24 heures, tout était organisé pour assurer la continuité de l'activité, certes avec quelques inconvénients que nous avons dû tous subir de problèmes de connexion et autres petits dysfonctionnements, mais dans l'ensemble, tous ceux avec qui nous avons pu échanger nous confirment la rapidité avec laquelle ces nouveaux modes de travail ont été intégrés dans les pratiques quotidiennes, même lorsque les sociétés n'avaient pas préalablement mis en place ces possibilités de télétravail. Alors, chez CityLink, nous nous étions penchés sur les bureaux de demain un peu avant la venue de cette crise, mais les questions et observations posées restent pour nous les mêmes. Les bureaux de demain seront plus nomades. La période actuelle nous le prouve bien, mais avec toujours la nécessité d'un lieu de travail pour échanger. Combien d'entre nous attendent avec presque joie le moment de retourner au bureau, si ce n'est certains qui y sont déjà? Seules évolutions, d'une part, nous évoquions la nécessité, urgence écologique oblige, de les penser réversibles. C'est d'autant plus vrai pour les transformer, y compris de façon temporaire, en espaces capables d'accueillir, par exemple, comme on l'a vu, du personnel soignant et des employés au poste clé qui souvent habitent loin de leur emploi. Et d'autre part, nous pointions du doigt la nécessité de prévoir toujours plus de salles de réunion. Faudra-t-il également les penser plus grandes pour permettre, si les crises deviennent récurrentes, de respecter des distances minimales entre tous les participants? Enfin, sur la question de l'inclusion, toujours dans ce volet des usages usagers, à la faveur de recherches, mais également d'initiatives d'acteurs engagés de l'urbain, un certain nombre de démarches se développent au profit d'une ville plus inclusive. Les maires reprennent souvent cette idée dans leurs documents d'urbanisme, dans leur PADD, avec le volet « Une ville pour tous ». Les promoteurs font valoir une mixité dans leurs immeubles et les aménageurs revendiquent la conception de quartiers accessibles au plus grand nombre. Néanmoins, nous trouvons que ces démarches sont souvent ponctuelles, circonscrites, et elles restent principalement portées par des acteurs engagés type association. Pour les autres acteurs, la prise en compte de la diversité des usagers relève plus d'un vœu pieux, faute de savoir comment intégrer de manière concrète cette approche dans la conception des projets urbains immobiliers. Et c'est pour ça, je rebondis sur ce que vous disiez, Manuel, comme quoi ces temps étaient consacrés à la réflexion aussi. Et donc, c'est pourquoi, de notre côté, nous engageons la réalisation d'un livre blanc pour que nous puissions prendre en compte tous ces publics au moment de la conception des projets urbains et immobiliers à destination de nous tous, aménageurs, élus,
maître d'œuvre. Et enfin, la dernière thématique à partager avec vous, après celle de la gouvernance des usages et usagers, c'est celle de la densité. Si vous voulez bien mettre la dernière slide, merci. Rapidement peut-être, Sybille. Pardon? Rapidement peut-être. Oui, j'en ai pour 2 minutes. Le confinement a poussé de nombreux citadins à quitter les villes pour une maison de campagne de montagne de bord de mer. Ce même confinement a généré une hausse de 20% de recherche de maisons à vendre depuis fin mars. Alors même que l'on parle d'urgence écologique, de lutte contre l'étalement urbain, seulement 20% des Français se prononcent en faveur de la ville. Et donc, on continue à s'étaler en France pour répondre à cette demande de vivre en maison plutôt qu'en ville, car en France, on ne manque pas de place puisque seulement 9% du territoire est artificialisé et on continue à consommer plus de terrain que nos besoins. Donc, on avait fait, là encore, je ne vais pas revenir dessus, mais une des pistes que nous avions observées était de se dire que pour lutter contre cet étalement et continuer à laisser s'étendre sur des terres agricoles, il y a tout un tas de situations foncières aujourd'hui qui peuvent être exploitées ou réexploitées parce que les sols sont déjà artificialisés. Il est question de rénover plutôt que de démolir. Il est question de défricher sur des friches industrielles. Il est question de réinvestir les centres-villes. Il est question de réinvestir aussi toutes ces entrées de ville, les boîtes à chaussures, et certains opérateurs le font déjà. Se pose la question aussi du pavillonnaire et de tous ces fonciers qu'on ne voyait pas il y a encore quelques années le long de voies ferrées d'infrastructures. Voilà, donc tous ces projets sont souvent plus longs, plus complexes, plus coûteux, mais ils ont le mérite d'exister et d'être pour la plupart à proximité de services urbains. Et le pari serait de les concevoir avec des programmes mixtes, des logements adaptés et des espaces verts généraux.